la une de l'émission. De quoi allons-nous parler ce soir et de ce coup dur? Dembélé est forfait pour la suite de l'Euro. L'équipe de France a communiqué très vite. Est-ce que c'est un véritable coup dur? Est-ce que c'est plutôt anecdotique par rapport à son rôle? On va en parler, on va en débattre évidemment dans l'émission. Faut-il changer face au Portugal? Est-ce que c'est le match vraiment idéal pour tourner? Parce que c'est costaud malgré tout en face et tout le monde va jouer sa qualif. Débat à venir. Les coups francs pour Mbappé. Une info signée Bertrand Latour hier. Eh bien nous allons revenir. Est-ce que c'est logique? Parce qu'on ne peut pas dire qu'au niveau stats, ce soit exceptionnel pour Kylian Mbappé. Est-ce que c'est une compensation après les pénaltys? Voilà de quoi nourrir l'émission. Et puis bien sûr le foutoir, toute l'actualité foot. Sans oublier bien sûr Pierre-Antoine Damecourt et la petite lucarne et le zapping. Dembélé forfait pour la fin de l'Euro. Voilà l'info qui nous est revenue aux oreilles après son entrée puis sa sortie rapide face à la Hongrie. Et nous allons tout de suite prendre la direction de notre envoyé spécial. Il est là, c'est Bertrand Latour évidemment, il est avec nous en t-shirt parce qu'il fait chaud, hein, cela va de soi. Bonsoir Bertrand, merci d'être avec nous dans l'équipe d'Estelle. Ousmane Dembélé, bonsoir, forfait, on l'a vu rentrer face à la Hongrie, on l'a vu... Allez, peu ou prou une demi-heure après, ressortir. On a pensé peut-être à un changement tactique, un moment de fatigue. On l'a vu boiter. Là, c'est officiel, il est forfait. Première chose qui nous a frappé, c'est que le staff de l'équipe de France n'a pas hésité. Ils ont tranché tout de suite. On n'hésite pas, c'est terminé pour l'Euro. Hein. Oui, c'est terminé pour l'Euro parce que le délai de guérison ne suffira pas pour rejouer, même si l'équipe de France devait aller loin. Alors sur la nature de la blessure, c'est encore un petit peu flou parce que dans un premier temps, il était question du genou. Maintenant, c'est davantage la cuisse. La cuisse, c'est d'ailleurs une partie du corps de Ousmane Dembélé est très fragile. Il fait beaucoup de prévention là-dessus. Ça n'a pas suffi visiblement. Donc ça, c'est la première des choses. Les durées d'indisponibilité, on parle de 3 semaines, de 1 mois, de 2 mois. Donc en bref, dans tous les cas, c'est plié pour l'Euro pour lui. C'est un gros coup dur. Si l'Euro avait eu lieu l'an dernier, il n'aurait pas pu y participer. Là, il peut pas aller au bout. Donc forcément, c'est beaucoup de frustration, de tristesse et de déception après avoir effectué une saison pleine sans blessure, ce qui était son talon d'Achille. Et malheureusement, il doit quitter ses partenaires en pleine compétition. Évidemment, c'est un... Très triste, en tout cas, humainement, pour un joueur de foot. C'était une fête, évidemment, cet Euro. Pour lui, avec au bout, on espère la victoire des Bleus. Et voilà pour l'attaquant barcelonais, forfait, hein, on vous le rappelle, pour la suite de cet Euro. Alors, Dembélé, forfait pour toute la fin de cet Euro. Est-ce que c'est un véritable coup dur pour l'équipe de France? Ou est-ce que, non, finalement, c'est plus anecdotique que ce que cela semble être? Alors, voyons vos réponses. C'est un véritable coup dur pour Olivier Bossard. C'est gênant pour Dominique Grimaud. Oui, c'est un coup dur pour Pierre Boubi. Oh oui, pour Jérôme Alonso. Et oui, pour Candice. Évidemment, je poserai la question à Bertrand dans un instant. Allez, je viens vous voir, Jérôme. Oh oui, c'est un coup dur. Expliquez-moi pourquoi c'est si cata. Et d'abord, Greg, vous l'avez dit, en premier, on pense aux joueurs. Bien sûr. Parce que nous, on fait des débats, on en discute pendant des heures, le pour, le contre. Mais d'abord, il y a un gamin qui passe par sa 10e blessure grave en l'espace de 3 ans. On a une pensée pour lui parce qu'on sait bien, nous, que quand ça devient récurrent comme ça, c'est un vrai problème. Et pour l'Euro, évidemment, et pour la suite de sa magnifique carrière. Cela étant dit, j'ai vu sa rentrée, donc je m'appuie sur ça, dans une attaque de France qui peine à trouver d'automatisme, qui peine à combiner. Ce joueur-là, en une demi-heure, il m'a montré des possibilités que j'avais pas vues ailleurs, dans un registre différent, dans des prises de position, des prises d'intervalle, des prises de risque. Et pour toutes ces raisons, moi j'ai toujours pensé que la France gagnerait ce Euro avec son banc aussi. Et un des points forts du banc français, c'était Ousmane Dembélé. Il n'est plus là, donc forcément un grand oh oui. Parce que ce joueur-là, dans un match fermé, et il y en aura d'autres, il aide. Ne pas l'avoir, c'est vraiment une énorme perte. Voilà. Alors, ça donne quoi, merci Jérôme, ça donne quoi Ousmane Dembélé en bleu en 2021, Candice? Oui, eh bien ça joue pas mal. Alors, il n'est pas forcément titulaire, Ousmane Dembélé. Il a joué 6 des 7 matchs de l'équipe de France donc en 2021. Une seule titularisation, c'était face au Kazakhstan. Et donc 2 buts marqués, mais on va s'apercevoir bien que Ousmane Dembélé, si on regarde depuis le 2 juin dernier, donc depuis que les joueurs sont à 26, on s'aperçoit que Ousmane Dembélé est le premier remplaçant tout simplement de l'équipe de France. Et c'est lui qui entre en premier. Il a joué 4 matchs, alors par des petits bouts de match, mais c'est lui qui en joue le plus. Devant Olivier Giroud et Thomas Lemar, c'est le premier remplaçant de Didier Deschamps. Bertrand Latour, vous êtes notre envoyé spécial à Budapest, vous suivez évidemment l'équipe de France. On a vu les chiffres donnés par Candice, je vous pose la question à vous aussi. Est-ce que c'est un véritable coup dur pour l'équipe de Didier Deschamps, sportivement bien sûr, alors humainement il n'y a pas de débat, et est-ce qu'on avait ce sentiment au sein du groupe
comme nous, en observant, en regardant les chiffres, qu'il était le 12e homme, quasiment le 11e titulaire bis de cette équipe de France. Mais oui, c'est vrai que humainement c'est terrible pour lui et également pour le groupe parce qu'il avait un apport qui était très important dans sa manière de sans arrêt avoir le sourire, ça comptait. Mais pour répondre directement à votre question, oui, sportivement c'est un coup dur pour l'équipe de France. C'était le 12e ou le 13e joueur de l'équipe de France. On peut mettre Tolisso qui est aussi un peu comme ça tout proche du 11, mais s'il y a un changement de système sur le prochain match, peut-être qu'il en aurait bénéficié et qu'il aurait pu être titularisé. Et c'est effectivement la première des options offensives de cette équipe sur le début de la compétition. Donc forcément, oui, c'est un gros coup dur. Alors j'espère que pour la France qu'on pourra gagner l'Euro sans lui. Ça c'est voilà, la compétition ne s'arrête pas ce soir évidemment. Mais c'est fâcheux parce que c'est vrai qu'il a une manière de créer des déséquilibres. Dès qu'il est rentré contre les Hongrois, il a réussi à mettre un peu le souk dans la défense adverse. Et c'était une de ses qualités. Et des joueurs de ce registre-là, il n'y en a pas beaucoup. Donc oui, c'est très fâcheux. Alors, Candice, on a vu furtivement tout à l'heure passer une stat assez étonnante. J'ai presque envie de dire inquiétante, on va mieux la regarder avec vous. Oui, le chiffre, c'est 14. C'est pour montrer que les remplaçants, finalement, ne sont pas forcément décisifs lors des grands tournois. 14, eh bien, c'est le nombre de matchs, séries en cours, au cours desquels les remplaçants n'ont rien apporté lors d'un tournoi majeur. La dernière fois qu'un remplaçant a été décisif, c'était André-Pierre Gignac. Lors du match face à l'Albanie, donc en juin 2016, il a été passeur sur le but de Dimitri Payet. Dans ce taureau, c'est déjà différent. Oui, mais enfin, parce que c'est particulier. C'est pour ça que là quand même, Dominique, quand on voit on se posera la question d'ailleurs de faire tourner tout à l'heure, hein, ça sera un de nos débats. On l'a vu, il a fait cette frappe magnifique soudaine sur le poteau contre la Hongrie. Il a perdu 2 ballons derrière. Oui, oui, mais enfin, quand on est attaquant, on peut avoir du déchet. Oui. C'est quand même quelqu'un qui perturbe une défense et qui arrive après 1 heure de jeu sur une défense un peu plus fatiguée. Qui est le remplaçant numéro 1 ? C'est Coman aujourd'hui ? C'est évidemment Coman. Mais il nous reste Coman et Ben Yedder, c'est pour ça que je dis c'est gênant. C'est évidemment très douloureux pour le joueur. On peut se poser des questions sur la suite de sa carrière d'ailleurs. À ce point-là ? Ah oui, moi je me pose la question et je voudrais pas que la carrière d'Ousmane Dembélé s'arrête prématurément. Il y a eu dans le passé, et nos camarades footeux le savent, des Alou Diaby qui a été un gâchis extraordinaire. Yoann Gourcuff, on l'a tous connu. Je voudrais pas que Ousmane Dembélé connaisse ce destin. Maintenant, pour ce qui est des remplaçants, rarement dans l'histoire du foot, de la Coupe du Monde, de l'Euro, les remplaçants font les différences. Moi, à ma connaissance, immédiatement, le seul qui me vienne comme ça à l'esprit, Oliver Bierhoff. Pour l'Allemagne, ça remonte en 96. Pour le reste, voilà, on a des atouts majeurs, des cartes maîtresses dans cette équipe de France. Ousmane faisait partie de ces jacquers de luxe, mais pas forcément titulaire. Voilà, donc, je crois qu'avec Kingsley Coman et Wissam Ben Yedder, on est quand même paré pour encaisser. Vous pensez à Bierhoff, vous auriez pu être un peu cocorico et penser à Wiltord et Trezeguet à l'Euro 2000 quand même. Oui, c'est vrai. Là, plus décisif que ça, quand même, c'est compliqué quand même. C'est vrai, sauf que là, c'était un groupe très élargi, que Bierhoff partait de très loin dans l'équipe allemande, et que lui, il a surgi au tout dernier moment pour marquer le but en or. Voilà. Vous m'avez agacé Bertrand. Bertrand, c'est à vous. Non, agacé, c'est pas le terme, mais je trouve Dominique un peu trop inquiet pour la suite de la carrière d'Ousmane Dembélé. Ne soyons pas les oiseaux de mauvais augure. Ousmane Dembélé, il a disputé 44 rencontres cette saison quand même, toute compétition confondue avec le FC Barcelone. Donc là, effectivement, c'est une blessure qui tombe au plus mauvais moment pour lui, mais il a été capable d'enchaîner et très récemment, puisque la saison qu'il a achevée était cette saison pleine, ça faisait longtemps que ça lui était pas arrivé. Après, sur les atouts offensifs, Wissam Ben Yedder a, mais parfois moi je peux le déplorer, mais un crédit quand même assez limité auprès du staff de l'équipe de France. Je sais pas si subitement il va devenir une option aussi importante que ça, dans la mesure où, si on parle d'attaquant de pointe, n'oublions pas qu'un Olivier Giroud, il me semble, Dominique Guérimau, que vous n'avez pas cité, Coman, oui, ça c'est sûr, joueur de couloir. Je pense que Giroud, il est encore devant Ben Yedder quand même. Ouais, Dominique parlait en explosivité, enregistre. Oui. Voilà. On va voir comment ont réagi les Bleus au sein du groupe avec ce forfait d'Ousmane Dembélé. Oui, il y a des petits messages sur les réseaux sociaux pour effectivement encourager, en tout cas saluer ce qu'a pu apporter Ousmane Dembélé et puis surtout du soutien apporté par ses coéquipiers, notamment Antoine Griezmann, qu'il côtoie évidemment en club. Il y a les dribbles, les crochets, les buts, les blessures, mais surtout il y a l'homme. Encore un obstacle à franchir sur ton chemin, mais tu vas revenir plus fort. Je suis triste de te voir partir de cet Euro, mais sache que tu seras sur le terrain avec nous. Voilà, c'est évidemment un des proches de Ousmane Dembélé. Et puis Kylian Mbappé également sur Insta, qui là aussi donne un petit message, une nouvelle épreuve. Mais on se sait, t'es plus fort que ça. Donc
tout le soutien du groupe pour Ousmane Dembélé qui quitte les Bleus. Alors c'est vrai, Pierre Boubier, on peut débattre de la position de ce qu'a dit Dominique. Je sais que Bertrand n'était pas d'accord sur le positionnement de Ben Yedder, c'est pas le même style, toutes ces choses-là. Il y avait un côté feu follet, déroutant, où c'était imprévisible avec Ousmane Dembélé. On disait que cette équipe de France, une fois qu'on n'avait pas les trois devant, il y avait encore une armada devant. Est-ce qu'il faut penser peut-être à revoir sa composition? Alors on en parlera tout à l'heure, mais ces changements en cours de match, est-ce que ça change quelque chose pour Didier Deschamps concrètement? Ça change quelque chose, oui. Enfin, c'est un dynamiteur en fait. Il est instinctif. Il fait à l'instinct. Il fait ce qui se passe. Et comme disait Dominique tout à l'heure, il a raté quelques passes derrière son crochet magnifique, légendaire, qu'il fait tout le temps et qui marche à chaque fois. Mais au-delà de ça, c'est une vraie personnalité qui amène une fraîcheur dans un groupe, qui amène du sourire et de la bienveillance. Donc moi, c'est aussi pour ça que ça m'ennuie. Après, sur le terrain, moi, j'ai pas envie de le comparer à des mecs comme Diaby, parce que Diaby, il faisait toujours les efforts, il était sérieux, il était rigoureux dans sa préparation, il avait quand même des pépins. Lui, il a vraiment franchi un cap là-dessus, on se rend compte. Enfin, les deux dernières années avant celles qui viennent de se passer ont été catastrophiques en termes de temps de jeu, parce que justement, il n'était pas rigoureux dans sa préparation. Là, il a quand même fait, Bertrand le disait, plus de 40 matchs dans la saison. C'était une saison quand même, d'un point de vue du temps, plein. Il a tout changé aussi, il s'est pris un staff à la maison. Bien sûr, mais c'est ce qui fait que justement il a acquis. Et puis bon, il faut pas oublier aussi que là, la blessure qu'il a, c'est aussi sur un coup. Donc moi, je suis pas négatif sur la suite de sa carrière. Par contre, c'est ennuyeux parce que c'est un joueur qui est atypique, qui est différent. Même s'il y a des similitudes avec Coman sur le 1 contre 1. Ça reste un joueur imprévisible et capable de débloquer une situation tout seul, quoi. Un dernier mot avec vous, Olivier Bossard. On sait qu'on est passé à 26 joueurs sur la liste au lieu de 23. On a vu des cas de Covid. On a vu encore là un Écossais qui rentre au pays. On voit Dembélé qui se blesse. Est-ce que finalement, quand on l'a répété tout au long de la saison, que c'était une année différente, complexe, pas normale, on ne peut que saluer cette initiative quand on voit qu'il y a pas mal de pépins? Ouais. Et puis après, malgré tout, Dembélé reste un cas à part. On sait qu'il est extrêmement fragile. Donc, de le voir blessé là, c'est un vrai coup dur. Mais c'est arrivé tellement de fois dans sa carrière. Et il en parlait d'ailleurs à Bertrand dans une interview publiée sur le journal L'Équipe récemment. Il disait qu'il était content d'avoir enchaîné autant de matchs en une saison. Que ça faisait quasiment 3 ans qu'il n'avait pas réussi à jouer et à enchaîner autant de matchs. Donc pour le coup, c'est un vrai coup dur. Et comme le disaient les camarades, voilà, c'est un profil malgré tout unique. On n'a quasiment plus que Coman qui lui ressemblerait un petit peu dans le profil, mais on voit que dès qu'il rentre face aux Hongrois, c'est tout de suite prise à deux sur lui, c'est tout de suite il attire tout de suite les défenseurs sur lui, il arrive à dynamiter une défense. Et puis on n'arrête pas également de rappeler que l'équipe de France a énormément de mal face à des blocs bas regroupés. On voit que lui, il arrive à apporter des solutions que d'autres ne peuvent pas apporter. Donc ouais, c'est un vrai coup dur. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le forfait. C'est officiel, d'Ousmane Dembélé qui quitte la sélection française. Dans l'instant, on reste avec cette équipe de France. Est-ce que ce match contre le Portugal est vraiment idéal pour faire tourner, si jamais l'envie prenait Didier Deschamps? Et puis, nouveau tireur numéro 1 de coup franc, c'est Kylian Mbappé. On parlera de ce nouveau rôle et évidemment, on se projettera dans les matchs de ce soir. À tout de suite. C'est dans 2 jours décisifs pour les 2 équipes. Évidemment, on avait vu un changement déjà dans l'équipe de France avec la titularisation de Lucas Digne, arrière-gauche à la place d'Hernandez. Alors, on va retrouver Bertrand Latour, qui est notre envoyé spécial à Budapest. C'est lui qui suit l'équipe de France. Je vous l'ai dit, c'est un match décisif pour les 2 équipes, mais on va évidemment regarder ça sous le prisme de l'équipe de France. Est-ce que c'est un match, Bertrand, pour faire tourner réellement? Quand je dis pour faire tourner, c'est peut-être 2-3 changements, et par rapport à la déception du match contre la Hongrie. Qu'il y ait 2-3 changements dans cet ordre de grandeur-là, c'est possible. En tout cas, le staff de l'équipe de France réfléchit à la possibilité de changer des joueurs ou de système à l'heure où on se parle. Donc, évidemment, dès qu'on aura les éléments, on vous en dira davantage. En revanche, de mon point de vue, il faut aligner la meilleure équipe possible. Excusez-moi. Il faut aligner la meilleure équipe possible parce que finir 3e ou premier, c'est pas pareil. Pour la suite de la compétition, ça conditionne des choix d'adversaires. Donc, et même par rapport à la confiance, la France peut pas se permettre de faire une victoire, un nul, une défaite sur 3 rencontres. Donc, il faut mettre la meilleure équipe possible. Après, est-ce que ce sera la même équipe que celle face à la Hongrie? Ça, j'en suis pas sûr. En tout cas, le staff réfléchit à la possibilité de changer des éléments.
Alors justement, on va prendre votre passe décisive et écouter Didier Deschamps, le chef de ce staff. Il peut y avoir des roulements pour le sélectionneur, on l'écoute. Mais de toute façon, le dernier match aurait eu une importance. Donc, mais là, il en a évidemment une aussi, peut-être plus importante, mais j'exclus pas aussi, mais je veux le temps de réfléchir qu'il puisse avoir un roulement entre les joueurs avec ces enchaînements de matchs tous les 4 jours. La fraîcheur est un élément important et aujourd'hui avec une température aussi élevée, c'était difficile pour les organismes. Voilà, pour tous ces éléments à prendre en compte dans la réflexion du sélectionneur. Je vous pose la question autour de la table. Est-ce que c'est vraiment un match pour faire tourner? Voyons vos réponses. Non pour Olivier. Ça devrait un peu tourner pour Dominique. Oui pour Pierre. Tourner. Non pour Jérôme. Mettez vos ardoises encore plus bas que personne ne les voit, les gars. Vous avez qu'est-ce qu'il y a? Vous avez une crampe dans les bras? C'est très très lourd. Ouais. Levez cette ardoise. Mais enfin, mais quel fainéant. Et non pour Candice Roland. Merci Candice. J'ai pas fait gardien pour rien, Greg. Jérôme, sur le banc. Pourquoi? Parce que vous m'avez répondu et j'ai pas envie que vous répondiez. C'est normal, c'est mérité. Jérôme Alonso. Moi je sais pourquoi. Je sais. Jérôme Alonso, la rébellion, c'est la phrase. Et je ne dirai rien. Allez sur le banc. C'est un ordre de la direction. Masque ou pas? Pas masque. Pas Allez masque, sur le banc. d'accord. Olivier, je commence avec vous. Tu dis rien, toi. Pas de violence, vous y restez 2 minutes. Olivier, je commence avec vous. Évidemment, vous m'avez répondu non. Ça veut pas dire pour autant que ce serait pas la meilleure équipe possible de changer. Je mets non, parce que Bertrand l'a souligné, on n'est quand même pas encore qualifié. À la limite, on change 1 ou 2 joueurs, mais pas plus. Je suis pas sûr qu'une équipe bis serait meilleure que celle qui a démarré ou terminé contre la Hongrie. Ce qu'il faut faire en priorité, c'est se qualifier, donc remettre la même équipe. Et on était quand même tous plus ou moins d'accord pour dire qu'on avait trouvé la bonne formule après l'Allemagne. Donc pour moi, ce match nul face à la Hongrie ne doit pas tout venir remettre en cause. Si on regarde et si on repart un peu dans le passé, on sait qu'il y a toujours des matchs un peu moches avec Didier Deschamps dans les premiers tours. En 2016, on fait un match affreux contre la Roumanie. En 2018, on fait un 0-0 affreux contre le Danemark. Mais là, cette équipe-là, contre l'Allemagne, elle nous a donné satisfaction. Au contraire, il faut s'appuyer là-dessus, mettre en confiance les joueurs. J'ai l'impression que si on les sortait maintenant, ce serait un petit peu en forme de sanction et je suis pas sûr que ce soit le bon moment de faire ça. Alors Dominique, vous dites que ça devrait tourner un petit peu. C'est vrai que le sélectionneur parlait des conditions. Il a fait très chaud à Budapest, on jouait à 15h. Il y a quand même le besoin d'impliquer tout le monde. Oui, et puis à Budapest, on a vu des joueurs qui étaient un peu essoufflés. Je pense à Pavard, je pense notamment à Pogba. Donc moi je crois que s'il y a des changements, et ça, il y a que Didier qui peut évidemment répondre. Je pense que je verrais bien, par exemple, Koundé rentrer à la place de Pavard. Je verrais bien le retour d'Hernandez à la place de Digne. Et peut-être un milieu différent. Faire souffler Pogba, faire souffler Pogba et faire souffler Rabiot et faire rentrer, pourquoi pas, Lemar et Tolisso. Bon, moi, je vois bien un milieu, Kanté, Tolisso, Lemar, ça me plairait bien. En revanche, devant, je ne bouge pas. Vous faites pas mal tourner quand même. En fait, vous faites tourner derrière. 4, derrière et au milieu. Non mais j'entends bien. Alors, quels sont les joueurs qui n'ont pas encore été... revenez Jérôme, comme ça vous allez profiter de la stat magnifique de Candice. Quels sont les joueurs qui n'ont pas été utilisés? Ils sont 10? Ils sont nombreux, ils sont 10 effectivement, 10 joueurs. Une seule minute et regardez justement sur les temps de jeu des remplaçants dans cette Euro. Donc Lucas Digne, 90 minutes, il a été titulaire face à la Hongrie. Derrière, c'est Ousmane Dembélé, ça sera terminé pour lui. Tolisso, un petit quart d'heure seulement, tout comme Giroud. Et puis 3 minutes seulement pour Lemar. Didier Deschamps, lui, n'a effectué que 6 changements sur les 10 possibles lors des 2 matchs. Il veut en appliquer davantage, Pierre, mais est-ce qu'il va remettre des joueurs qui n'ont pas encore joué? On a entendu Jules Koundé dans la bouche de Dominique Grémaud. C'est vrai que comme il avait joué le match de préparation, qu'on a vu Pavard en difficulté, il faut dire les mots tels qu'ils sont face à la Hongrie, c'est un changement qui vous semble évident? Devant, vous bougez quelque chose? Qu'est-ce que vous faites, vous? Non, moi devant je bouge rien, mais si j'ai envie d'avoir la meilleure équipe possible, pour moi je remets Koundé. Je mets Koundé dès le début du match, tout simplement parce que sur les 2 matchs, moi je pense que Koundé aurait été meilleur que Pavard. Même si sur le deuxième match ça a été compliqué pour lui, mais bon, il y a des circonstances aussi. Faut savoir que ce match avec une grosse chaleur, c'est pas pour les défendre, mais c'est vrai que on a vu de toute façon que c'était intenable. Et moi je reste persuadé que de toute façon un Tolisso dans ce milieu à la place de Rabiot est plus pertinent et et équilibre plus l'équipe qu'autre chose. Mais devant, je touche à rien.
Moi, ça m'a largement convaincu. Ça voit que ça bouge, il y a du mouvement, ça respecte le foot. Faut que ça marque, quoi. Ouais, mais faut que ça marque. Mais on se crée des occasions. C'est pas comme si on n'était jamais devant le but. Je vais faire l'avocat du diable. En seconde mi-temps, vous n'avez pas vu beaucoup d'occasions. Mais c'est normal, parce que c'est compliqué, parce que au fil du match, c'est encore plus compliqué, parce qu'à un moment donné, il faut des joueurs comme Dembélé, justement, ou comment, pour pouvoir créer une différence seul. C'est des joueurs qui sont... Il y a que Mbappé qui peut faire ça, à la limite, de faire une différence tout seul. Benzema joue avec les autres. Griezmann, c'est pareil, il a besoin de son entourage. Mais moi, la rentrée de Rabiot, de Tolisso sur le match contre la Hongrie, c'est pas pour faire un lobby pour Tolisso, mais moi je pense vraiment qu'il crée quelque chose de différent et qu'il apporte un équilibre que Rabiot ne donne pas. Pierre, comment vous faites à chaque émission? Vous m'agacez Bertrand Latour. Regardez, mais il a son sourcil gauche de relevé, on dirait Carlo Ancelotti, il s'agace. Alors allez-y Bertrand, à vous la parole, vous avez entendu Pierre Boubi, je vous le laisse, Octogone. Je vais répondre après par contre. Oui, je vais parler un petit peu quand même d'abord, Pierre. Non, il n'y a pas de souci. Et sur Pavard, je partage absolument pas ton opinion. C'est du foot fiction. Est-ce que Koundé aurait été meilleur? J'en sais rien parce que déjà Pavard a fait un très bon match face aux Allemands, très bon, et était mauvais contre les Hongrois, comme 9 joueurs sur 11. Donc pas plus, pas moins que les autres. Il est titulaire au Bayern Munich. C'est un de ceux qui joue le plus au Bayern Munich dans une équipe Champion d'Europe, l'année d'avant. Et c'était l'année où il avait joué le plus. Donc il a quand même quelques qualités. Et sur Rabiot, même constat. Rabiot, il était excellent contre les Allemands, donc il est pas devenu mauvais en 4 jours. Et Tolisso, sur un des derniers matchs, j'étais pas d'accord, mais il avait pas toujours été transcendant. Donc pourquoi pas changer. Mais moi, ce qui me frappe un peu, c'est que là, j'élargis ce que je pense vraiment, c'est que j'ai l'impression que après le match contre les Allemands, on avait la meilleure équipe du monde confirmée. Le rôle était pour nous. Il y avait plus quasiment à se baisser pour amener la coupe. Et là, il faut changer les systèmes, il faut changer les joueurs. Benzema, Giroud, on est plus sûr. Rabiot, il est plus très bon. Pogba, il a pris le boulard, ça va pas. Pavard, on sait pas pourquoi il est là. Varane, c'est un faux défenseur. Enfin, j'ai l'impression c'est pas ce que dit Pierre directement, mais globalement, la petite musique, c'est qu'ils sont tous devenus mauvais. Moi, je suis pas sûr qu'on était les meilleurs après le match contre des Allemands, et je suis pas sûr que là, on soit les plus mauvais après le match contre les Hongrois. Dans des conditions particulières, il faut bien insister là-dessus. Ouais, Bertrand, vous cherchez les ennuis. Personne n'a jamais dit le tiers du quart de ce que vous venez de dire. Là, vous nous faites un bon moment de télévision tout seul, mais personne n'a dit ça. Mais si. Je peux répondre? Ouais. Tu parles tout seul déjà. Raymond Domenech hier a dit que Raphaël Varane c'était un défenseur moyen. Faites tout ce qui était dans les autres émissions, sachant qu'on en a de 9h à minuit. On a posé des débats sur le thème Benzema Giroud, est-ce qu'on est vraiment sûr? On va pas y arriver, mon pépère. Il n'y a pas un banc. Je peux vous faire la liste, hein? Bah non. Vous savez ce qu'on va faire, c'est que vous n'allez pas me faire la liste. Vous restez bien au chaud parce qu'on a un débat Mbappé, parce que vous avez sorti une info intéressante. Une fois n'est pas coutume, c'est cool. Et on va aller voir le sage Jérôme Alonso nous dire exactement qui gagne ce duel entre Bertrand et Pierre. Moi, je mets la meilleure équipe possible aussi. Et la meilleure équipe possible, à mon idée, c'est à peu près celle qu'on a vue depuis le début de l'Euro. Je mets une parenthèse sur Pavard, pas seulement pour ses qualités, en tout cas ses erreurs, mais pour la santé. Non, mais je trouve fatigué, toi, voilà. C'est pas le problème. Et puis à partir de combien on dit faire tourner? Moi, j'en changerais peut-être un ou deux. Moi, c'est plutôt 3 ou 4. On était sur 2-3, là, Dominique à 4. Dans mon esprit, c'est 4 quand tu vraiment fais tourner. Donc c'est pour ça que j'ai mis non. Parce qu'effectivement, peut-être un jour de couloir, je le fais souffler Pavard parce qu'il a pris un pet énorme et que déjà, c'est hallucinant qu'il joue le match d'après. Enfin, ça, c'est ma modeste opinion. Et puis devant, on parle d'automatisme. Non, laissons-les se trouver un peu devant, parce que sinon, ça ne servait à rien de faire tout ça. Donc effectivement, il y a déjà eu très peu de matchs pour se préparer. N'oublions pas qu'on a joué le Pays de Galles à 10 contre 11, que Benzema s'est blessé après. Donc en fin de compte, il a eu quoi? Un match ami pour se préparer? On va dire, allez, 40 minutes contre une vraie équipe. Donc non, laissons l'équipe la meilleure possible. Et puis, c'est bien pour se régler. C'est bien. Portugal. Voilà. Bertrand, je reviens vers vous parce que, comme vous avez mis de l'attention sur ce plateau, oui, énormément. C'est votre spécialité évidemment, mais tant mieux, vous l'animez comme un chef. Hier, vous nous avez sorti une super info. Bonsoir. Vous nous avez sorti une super info sur le fait que Kylian Mbappé serait le tireur numéro 1 de coups francs en équipe de France. Est-ce qu'il faut voir ça comme un signe de confiance? Parce que on verra avec tout à l'heure Candice que c'est pas une énorme spécialité. Est-ce que c'est une compensation par rapport au fait que Griezmann est tireur de pénalty? Est-ce que c'est pour flatter l'ego? Expliquez-nous cette décision.
Moi, c'est ma manière de l'interpréter, la compensation. Je crois que c'est le terme que j'ai utilisé hier. C'est-à-dire que quand Antoine Griezmann est désigné tireur de penalty numéro 1 par Didier Deschamps, à ce moment-là, Kylian Mbappé est pas au courant immédiatement. C'est une discussion qui est tenue entre le staff et le joueur du FC Barcelone. À la suite de ça, plusieurs jours plus tard, Kylian Mbappé est en conférence de presse. On lui demande, pas moi directement, mais peu importe, un journaliste lui demande ce qu'il pense des penalty. Il dit non, moi je suis pas au courant, on m'a rien dit. Il l'a dit à Griezmann, moi j'étais pas là, etc. Donc ensuite il y a eu une discussion entre le staff et Kylian Mbappé et hasard ou coïncidence, à la suite de cette discussion, Kylian Mbappé frappe les coups francs. Donc on le perçoit comme on veut, mais en tout cas c'est peut-être un moyen de contenter les égos de chacun, et je pense que ça c'est possible parce que c'est Antoine Griezmann. Si c'est Antoine Griezmann qui avait les pénaltys et les coups francs et qu'on lui dit ensuite il faut que tu n'aies plus que les pénaltys, ça se serait passé différemment. Donc voilà où on en est à l'heure actuelle sur la hiérarchie des frappeurs de pénaltys et de coups francs. Merci Bertrand. Alors, on s'est intéressé, Candice, aux stats. Alors, les stats ne veulent pas tout dire, mais bon, c'est un petit indicateur. Ça donne quoi, Kylian Mbappé, en termes de coups francs directs réussis? Ouais, il n'en prend pas beaucoup déjà de coups francs, Kylian Mbappé, même au Paris Saint-Germain. Et sur les coups de francs directs, vraiment, eh bien, il en a tenté 2 en équipe de France, 5 au Paris Saint-Germain. Et vous voyez le total. Eh bien, c'était 7 coups francs. Donc 5 depuis qu'il est au PSG. Ouais, 5. Donc ça fait 0 en carrière, si je veux dire. C'est-à-dire qu'il joue avec Neymar au Paris Saint-Germain ou Di Maria qui laisse pas beaucoup de coups francs. Alors Jérôme, vous avez été souvent la cible de ceux qui s'entraînaient au coup franc à l'entraînement, même tous les jours d'ailleurs. Et j'en ai vu des bons. Hein. Et vous en avez vu des bons. Est-ce que c'est la même chose de tirer un coup franc pas en match à l'entraînement et il en tirait match pas en match. C'est une vraie spécialité. Et puis en plus ça dépend d'où il est, quel côté il est. Enfin ça veut un peu rien dire tout ça. Enfin je veux dire ça dépend vraiment de la distance. Je vais vous dire un truc. Je fais très court. Mais non, ma première séance d'entraînement au PSG. On galope pas, tout va bien. Ma première séance d'entraînement au PSG, j'arrive à Saint-Etienne, je connaissais personne, j'arrive au camp des loges, je suis là. Bon, on fait les coups francs, Jay va dans le but. Ok. Ronaldinho, Laurent Robert, Ali Benarbia, Nicolas Nelka. Bon. Canardé. Je vais vous dire que c'était le meilleur. C'était Nicolas Nelka. Ouais. Il mettait des pastèques au-dessus du mur. J'avais jamais vu ça. C'était incroyable. Il a jamais tiré un en match dans la saison. Parce qu'à l'entraînement, tu peux être très bon, c'est un mur fixe, on est là, on est détendu, c'est complètement différent. Je veux dire, Kylian est un joueur hors norme, mais il n'est pas un spécialiste. Et donner cette responsabilité à un non-spécialiste qui a la stat 0 en carrière sur 1 euro, me semble être un pari risqué, quand bien même ce sera la compensation. Tout ça pour vous dire qu'à l'entraînement, on peut être très très bon, mais qu'en match, c'est une autre histoire. Vous retenez quoi, Olivier, vous? Compensation pour satisfaire à peu près tous les égos, mais c'est pas négatif, de l'ego, il en faut. De toute façon, à ce niveau-là, évidemment, c'est ce qui fait avancer. Ou est-ce qu'après tout, il y a eu tellement peu, à l'inverse, de coups francs tirés, que s'il est bon à l'entraînement, donnons-lui sa chance, parce que quand même, en équipe de France, on peut pas dire qu'on claque un coup franc à chaque match. Alors pour le coup, il est très bon à l'entraînement. Quand l'équipe de France s'entraîne à huis clos là, depuis le début du rassemblement, ça reste beaucoup après les séances, notamment Thomas Lemar, Paul Pogba, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé. Et Kylian Mbappé est celui qui est le plus en réussite quasiment depuis le début du regroupement. Après, je trouve qu'il, malgré tout, il doit faire un petit peu attention parce qu'il donne l'impression de vouloir tout faire. Il veut les pénaltys, il veut les coups francs. Alors on sait évidemment qu'il adore les responsabilités, on sait qu'il a le mental pour gérer tout ça, mais il ne faudrait pas que ça agace au sein du groupe. Donc je pense qu'il, malgré tout, devrait un petit peu se méfier. Dominique, cette histoire de coup franc, ça vous agace? Pour vous, non, c'est ce qui m'agace, c'est l'ego. Non, pour flatter l'ego d'un mec, on lui dit tu vas frapper les coups francs. Ça me paraît absolument impossible. Mais pour lui faire plaisir, pour le mettre dans la on a connu quand même quelques tireurs de coups francs. Bon anniversaire Michel Platini, 66 ans aujourd'hui. Ouais. Voilà, lui, c'en était un. Donc il n'y en avait pas un autre qui pouvait frapper un coup franc. Mbappé me paraît pas, et compte tenu des stats que nous donne Candice, se détacher par rapport à Antoine Griezmann. 7, il en a tiré que 7. Mais est-ce qu'on a un Michel... Non, alors, je vous connais la réponse, mais on n'a pas de Michel Platini dans cette équipe au coup franc. Non, ça, non, on n'en a pas. Non, on n'a pas. Ah donc, il faut bien donner sa chance... À qui? Mbappé, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas un autre aussi? Est-ce que c'est un spécialiste ou pas? Non. Mais à quoi sert l'entraînement à ce moment-là? Si à l'entraînement, c'est le meilleur? Bah oui, d'accord, mais Anelka... Parce qu'à l'entraînement, ça n'a rien à voir. Oui, mais est-ce qu'on a un joueur en équipe de France? Mais vous êtes mignon, moi je vous entends. Mais est-ce que vous avez un gars aujourd'hui où vous vous dites, Griezmann, il y a un coup franc, je suis sûr qu'il va être au moins cadré ou ça va être but? Dites-moi. Bah oui, moi j'aurais tendance à préférer Griezmann. D'accord. Voilà, comme ça. Ou Benzema même,
Ou Benzema. Alors Pierre, expliquez-leur pourquoi non. Parce qu'il n'y a pas de David Beckham dans cette équipe, ni de Jorginho, ni de Juninho, ni de Platini. Enfin, là, faut comprendre un truc. Il y a un Français sur les 4, là, que tu as dit. Donc. Non, mais il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Mbappé a un bon pied droit. Enfin, je veux dire, il tire des corners, il tire des coups francs. Ça lui est arrivé de le tirer côté excentré. Il a un vrai bon pied droit. Donc moi, Griezmann, pour moi, il est pas, c'est pas garanti. C'est pas Recoba. Donc à un moment donné, moi, je veux bien qu'on me dise, mais j'aime bien avoir comme handicap. J'aime bien avoir comme souci de me dire, tiens, c'est Mbappé qui va tirer les coups francs. Et alors, l'histoire des égos et de lui donner les coups francs parce qu'il attire pas les pénaltys, moi, ça me semble complètement aberrant. Enfin, on joue un euro quand même. À un moment donné, si t'as envie de faire plaisir à l'un à l'autre et puis que c'est une cour d'école. Après, ça dépend aussi de la position. S'ils le mettent, mais non, mais s'ils le mettent, c'est qu'ils. Ouais, mais comment Cristiano est devenu spécialiste de coups francs? C'est parce qu'il tirait tout. Droitier, à un moment donné, exactement. Mais Olivier, droitier, gaucher, tu fais tirer les coups francs par un droitier Mbappé et mais puis c'est gaucher possible. Griezmann. Non, mais Pierre, et puis regarde, attends, tout à l'heure tu disais. Quoi? Non, attends, vous êtes autoritaire sur Jean-Malo. Oui, je vous rappelle la taille de ses mains. Quand non, mais parce que j'ai été, alors à mon niveau, j'ai été spécialiste coup franc. Je les tirais tous. C'était très bon. Je restais 1 heure après l'entraînement. Je sais comment ça se passe. C'est vrai, tu as complètement raison sur le fait que en match, c'est pas du tout pareil qu'à l'entraînement. Mais mine de rien, quand tu as trouvé une certaine stabilité sur tes appuis pour pouvoir enchaîner des trucs, tu peux mettre le mur que tu veux dedans. Et par exemple, Pierre, ce qu'on veut te dire, c'est que Kylian Mbappé, on sait très bien que malgré ses qualités énormes, sa plus grosse, c'est pas la grosse frappe. C'est qu'un coup franc au-delà de 25 mètres, il peut pas le tirer. Je suis pas d'accord. Moi, je trouve que quand il arrive face au but, il a repris des ballons en au-delà de 25 balle mètres, où il a enroulé, il a un pied droit. Et Pierrot, il a peut pas tirer un coup franc au-delà de 25 mètres, Mbappé. C'est pas possible en équipe de France. Non, mais au-delà de 25 mètres, si tu veux tirer en force, tu fais tirer. Donc le débat n'a pas de sens parce que ça veut dire quoi? Il prend les coups francs. Pas le débat n'a pas de sens, ça je vais pas aimer. Non, mais il prend les coups francs. Mais il prend les coups francs où? De quel côté? Il va prendre les coups francs direct de côté. Mais en tout cas, j'avais pas prévu que ça vous exciterait autant et je trouve ça super bien. Vous voyez, donc j'imagine que vous derrière votre poste aussi ça vous a plu. Oui, sans doute. Et bah donc Kylian Mbappé tirera les coups francs pour l'équipe de France. Et de près. Et de près si vous voulez, Jérôme. L'info donnée par Bertrand Latour hier dans l'équipe du soir. Allez, il est temps de s'intéresser au foutoir. Première partie. Et c'est avec Candice Roland, évidemment, et on commence avec le bonheur du jour, Candice. Ouais, Marco Verratti qui a enfin lancé son Euro hier face au Pays de Galles. Il a passé 90 minutes sur le terrain. Il a été rassurant quant à son état physique. Je me suis senti très bien. J'ai beaucoup travaillé pour revenir. J'ai réussi à jouer 90 minutes. C'est que ça va bien et je pense que ça ira pour la suite. Des sensations confirmées par les stats et les chiffres de sa rencontre. 136 ballons touchés pour Marco Verratti. Alors pour lui, c'est un peu sa moyenne habituelle, la même en club. 77% de duels gagnés, une passe décisive et 7 ballons récupérés. Ça va vite le foot. Alors ok, c'était un match, le troisième match était déjà qualifié, Olivier, mais on se posait la question, comment Verratti pourra rejouer? Que fera Mancini? Il ne peut pas sortir Locatelli, là, Jorginho, c'est un milieu de terrain exceptionnel. Verratti, il revient rabattre les cartes ou pas vraiment? Complètement. Le match d'hier, c'est comme s'il était là depuis un mois titulaire dans cette équipe d'Italie. On n'a pas l'impression que c'était le match d'un joueur qui revenait de blessure. Ça faisait quasiment 40 jours qu'il n'avait pas joué un match officiel. Hier, il a été hyper impressionnant. D'ailleurs, il finit même le match avec le brassard de capitaine. Et puis, une fois de plus, l'Italie prouve que c'est pas une équipe de 11 joueurs, mais c'est un groupe de 26. Dès qu'il y en a un qui rentre, ça change absolument rien. Tout le monde s'adapte à l'exigence. Il y a des vrais principes de jeu. Même avec Verratti, dont on se posait un peu de questions. Là, la suite, alors ça va être Barella, ça va être Locatelli, ça va être Verratti. C'est des problèmes de riches. Verratti en 8e, qui prend les paris là autour de la table? Qui voit Verratti titulaire? Oui. Ouais, moi je le vois titulaire. Moi, non. D'accord, 2, Jérôme? Merci Jérôme. Non. Avec Pierrot. 2 non, 2 oui, on verra bien. Voilà. Candice, vous tranchez? Peut-être. Merci Candice de nous faire ce qu'on appelle dans le métier une Raphaël Sebaoun. Exactement. La visite du jour. Gianluigi Donnarumma a passé sa visite médicale ce matin en vue de son transfert au Paris Saint-Germain. Il a quitté l'hôtel de sa sélection italienne pour passer des examens dans une clinique de Rome. Il devrait signer un contrat de 5 ans avec un salaire de 10 millions d'euros annuels. Je vais voir Jean-Michel Incompréhension sur cette signature. C'est Jérôme Alonso. Bonsoir Jérôme. Mais non, mais si, vous avez le droit. Débat. Je veux pas qu'on confonde et qu'on mélange la qualité du gardien intrinsèque et sa venue au PSG. Voilà, c'est tout. C'est bon. Hein. Là, on peut en parler. Je pense que c'est un très bon gardien et qu'il sera un immense gardien. C'est mon intime conviction. Je pense que le faire venir au PSG en concurrence avec Navas aujourd'hui, dans ce PSG-là,
stabilisé grâce à Navas, qui a un impact considérable dans le vestiaire, que les joueurs admirent, que les joueurs vénèrent et qui a tout gagné en club, me semble être un pari risqué. Et pourquoi pas pousser Navas vers la sortie, tout simplement. Et avec ce qu'il a fait pour le club, parce que Navas au PSG, c'est Champions League, c'est une finale, une demi-finale. Voilà. Donc c'est lui, le joueur X, qui a fait tourner le club dans le bon sens, enfin le projet qui a été dans le bon sens. Voilà, donc encore une fois, qualité Donnarumma, c'est une chose, concurrence avec Navas, c'est une autre, et sur cet aspect-là, je suis hyper dubitatif. Les incertains du jour, Candice. Ils sont plusieurs joueurs allemands à peut-être rater le dernier match face à la Hongrie. Le plus incertain, c'est Thomas Müller, touché à un genou, selon Bild, le quotidien allemand qui parle même d'une absence pour le 8e de finale. Mats Hummels, Ilkay Gundogan et Lukas Klostermann sont également incertains. Les 4 joueurs, d'ailleurs, n'ont pas participé à l'entraînement ce matin. Et on termine avec le prudent du jour. Allez, on en fait un petit dernier pour cette première partie. C'est Eden Hazard qui aimerait pouvoir enchaîner les matchs avec la Belgique, évidemment. Alors, longuement blessé cette saison, il n'a joué que des bouts de match avec sa sélection et il s'est montré, lui, inquiet sur son état de santé. J'ai jamais douté de mes qualités, j'ai juste douté un peu du fait que, comme j'ai été beaucoup blessé, est-ce que je vais pouvoir revenir, être à 100%. Vous savez, j'ai cassé 3 fois ma cheville. Ma cheville, elle sera peut-être plus jamais la même qu'il y a 10 ans quand j'ai commencé ma carrière. Et ça, va falloir faire avec. Mais douter de mes qualités, j'ai jamais douté de mes qualités. Je sais que si je suis en forme, je sais que ce que je peux faire sur le terrain. Et voilà, j'attends que ça, d'être en forme, d'enchaîner les matchs pour pouvoir montrer à tout le monde. Voilà pour cette première partie du foutoir. Il y aura évidemment toute la suite tout à l'heure, puisque nous reviendrons après les premiers matchs de 18h. On se retrouvera pour le débrief de la mi-temps. On n'en a pas tout à fait terminé encore avec cette première partie de la première partie de la première partie de la première partie de Estelle. On va vous parler là le temps de quelques minutes avec un petit pronostic des rencontres qui arrivent dans un instant que vous suivrez dans la grande soirée avec Benoît Cosset et toute la bande. Alors il y a d'abord Macédoine-Pays-Bas et ensuite Ukraine-Autriche. Bonsoir à vous si vous venez de nous rejoindre. C'est la deuxième partie de l'émission. Première partie tout à l'heure, puis le débrief de la mi-temps et maintenant nous allons débriefer ces rencontres palpitantes. La qualification des Pays-Bas, de l'Autriche. Il faudra sans doute encore attendre un petit peu pour l'Ukraine. Et nous parlerons évidemment des Bleus avec une riche actu à 2 jours du match contre la Hongrie. Autour de la table, pour évoquer tous ces sujets, Olivier Bossard est de retour, Dominique Grimaud, Pierre Boubi, Jérôme Alonso et Candice Roland. Vous connaissez le casting, voici maintenant le programme de 7 heures de l'équipe d'Estelle. Évidemment, Benzema est muet, ça interroge. Doit-il impérativement briller face au Portugal pour chasser le début de doute et faire taire les mauvaises critiques? On parlera de ça dans l'émission, bien évidemment. Wijnaldum, j'essaie de le prononcer comme il se doit, faut s'habituer. Il arrive du côté du PSG, il impressionne. On se posera la question, est-il le meilleur joueur de cet Euro jusqu'à présent? La petite lucarne, Pierre-Antoine Damecourt qui nous fera rire, qui nous fera sourire. Pas mal de choses évidemment à voir avec lui tout à l'heure aux alentours de 20h30. Et puis le foutoir, deuxième partie. Tout à l'heure on a eu la première partie avec Candice, la deuxième partie arrive dans un instant avec toute l'actualité foot. Évidemment, comme d'habitude, c'est une promesse que je peux vous faire les yeux dans les yeux. Vous ne manquerez rien de cette riche actu foot. Alors, on va évidemment, avant de parler de tous ces sujets, débriefer ce que nous venons de voir, ce que vous avez peut-être vécu avec Benoît Cosset, avec Johan Rioux, avec Bruno Salomon, avec évidemment tous ceux qui étaient autour de la table. Cette qualification des Pays-Bas, on va y revenir dans un instant, mais aussi la qualif de l'Autriche qui a battu 1-0 l'équipe d'Ukraine. L'Ukraine qu'on voyait plutôt pas mal, une belle qualif, pas mal de bons matchs amicaux. L'Autriche qu'on voyait pas si belle, qui avait perdu, chuté d'entrée, puis derrière 2 victoires, 6 points, ils sont qualifiés. Je vous pose la question, est-ce que vous avez rempli vos ardoises? Oui, non, je vous laisse le temps parce que je vois que tout le monde n'a pas rempli. Non, vous n'avez pas besoin d'ardoises. Je vous sais quoi, je vais vous la donner. Enlevez la musique, ils sont pas prêts. Pour le débrief, on va le faire sans ardoises. Non, regardez, j'ai pas envie de vous gêner. Je sais même pas si vous étiez briefé sur ça. Est-ce que pour vous, c'est une surprise, Olivier Bossard, cette qualification de l'Autriche? Ouais, c'est une vraie surprise parce que c'est vraiment pas une équipe qu'on attendait pour le coup à l'Euro. Si on regarde un petit peu comment est-ce qu'ils étaient arrivés dans cet Euro, ils avaient fait un match nul 0-0 contre la Slovaquie il y a encore peu de temps où ils avaient absolument rien montré. Ils en avaient pris 4 contre le Danemark en qualification pour la Coupe du Monde au mois de mars. Donc c'était une équipe qu'on ne savait pas trop où la situer et au final, ce qu'elle nous montre, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a un vrai plan de jeu. Alors aujourd'hui, ils ont quand même été bien aidés par l'équipe d'Ukraine qu'on n'a pas du tout reconnu. Pour le coup, le trio d'attaque qu'on attendait aussi fort, on ne l'a pas vu. Pareil, Zinchenko qui est quand même utilisé comme latéral à Manchester City, là, il joue dans le cœur du jeu. On se demande un petit peu ce qu'il fait là.
Et puis on les a sentis complètement fatigués, ces Ukrainiens. On avait l'impression que les lignes étaient beaucoup trop écartées pour créer le moindre souci à cette équipe d'Autriche. Alors maintenant, il va falloir voir si elle va pouvoir récupérer Baumgartner, qui est quand même une des pièces essentielles de son 11 de départ. En tout cas, je pense que cette équipe d'Autriche, malgré tout, posera pas trop de problèmes à l'Italie. On va y venir dans un instant sur l'Italie. Laissez un petit peu de biscuit à vos camarades. Moi, j'ai fait un super débrief sur l'Autriche. Mais vous êtes... Oui, non. Je sais que ça vous arrange, Dom, mais moi, je veux vous entendre sur la prestation. Pour Dom, c'est hop, le débrief est terminé, on passe à Benzema. Et non, Dom, il nous reste encore un petit peu de temps de débrief. Les stats du match, Candice. Oui, on voit avec le nombre de tirs autrichiens. Vraiment, ils ont eu le ballon autant que les Ukrainiens, mais ils l'ont bien mieux utilisé offensivement. 18 tirs pour l'Autriche, 5 seulement pour l'Ukraine, avec un seul tir cadré. C'était un tir en première période, donc il n'y a pas eu beaucoup de réactions côté ukrainien en seconde. Alors, Pierre Boubier, on parlait lors du débrief à la mi-temps du fait que les Ukrainiens ne pouvaient pas rester aussi, j'allais dire, inactifs en deuxième période. Là, les stats, un tir cadré là, en première période, 5 tirs seulement, c'est-à-dire plus entre 3 et 4 fois moins que les Autrichiens. Ok, je veux bien que les Autrichiens étaient bons, mais les Ukrainiens ont été en dessous de tout dans ce match-là. Ouais, Olivier disait qu'ils avaient repris la préparation super tôt, ils l'ont peut-être fait avant l'Euro, parce que je les ai sentis super cuits aussi physiquement par rapport à l'Autriche qui monte en puissance. Il y a vraiment un écart de puissance et d'énergie entre les deux équipes. Le bloc super large, il y a plein de choses qui n'allaient pas, et puis encore des erreurs techniques basiques en deuxième mi-temps. Ça a été mieux pendant les 10-15 premières minutes. Et puis le coup de pression de l'Autriche avec un petit pressing un petit peu plus haut a suffi largement à l'Autriche pour garder le score et puis avoir encore d'autres occasions. Mais ouais, déçu de cette équipe ukrainienne. Je pense que Shevchenko aussi. Ils en attendaient beaucoup. Ouais, après c'est une qualification qui est normale. Hein. L'Autriche mérite carrément de passer, quoi. On va se projeter avec Jérôme et Dom. Alors Dom, je vous donne... Est-ce que l'Ukraine est éliminée avec 3 Alors, c'est points pas encore totalement terminé pour l'Ukraine, puisque toutes les équipes qui sont troisièmes n'ont pas encore 4 points. Ouais. Il faudra voir ce que ça donne. Combien de troisièmes passent ? Alors, il y a 4 troisièmes qui passent, les 2 plus mauvais ne passent pas. Donc, 4 points, Excel, ça vous qualifie quasiment. Un tableau Excel ou à l'ancienne, regardez, un petit stylo, une feuille. On y verra plus clair déjà un peu ce soir, et évidemment demain. Ce dont on est sûr, Jérôme et Dom, et vous allez chacun me donner votre avis, c'est que cette équipe d'Autriche jouera à Wembley samedi contre l'Italie. Ouais. L'Italie qui a été impressionnante au premier tour, 3 matchs à domicile, 3 victoires. Est-ce que cette équipe d'Autriche, dans ce sens-là, pour vous Dominique, peut poser des problèmes à l'équipe d'Italie, selon vous ? Je crois pas. Je crois que si les Italiens rencontrent des problèmes, ce sera à partir des quarts. Je les vois passer devant les Autrichiens. Très franchement, sur ce qu'on a vu, c'est peut-être aujourd'hui l'équipe la plus séduisante qu'on voit évoluer depuis le début de cet Euro. Maintenant, le vrai test ne sera pas devant l'Autriche pour les Italiens, que je vois une fois de plus passer. Ce sera à partir des quarts de finale. Mais je vois pas les Autrichiens, malgré effectivement les promesses, malgré le jeu qu'ils ont pu déployer aujourd'hui, je vois pas les Autrichiens se qualifier pour les quarts de finale et battre les Italiens non plus. Alors la bonne nouvelle, si on est cocorico, et je vous donne la parole Jérôme pour nous projeter justement sur ce 8e de finale, c'est que paradoxalement, j'ai presque envie de dire, c'est une très bonne nouvelle pour l'équipe de France, ce résultat. Oui, rappelons qu'aujourd'hui, il y a la possibilité pour les Bleus de se qualifier. Il faut pour cela remplir 2 conditions sur les 3 possibles. Aujourd'hui, il y aura encore des jokers peut-être pour demain. La première est déjà remplie, c'est qu'il y a un vainqueur donc, entre l'Ukraine et l'Autriche. C'est l'Autriche. Et puis, il faudrait qu'il y ait soit une défaite de la Finlande ce soir face à la Belgique, ou alors une défaite de la Russie. Si l'une de ces 2 conditions en bleu là sur le tableau est réalisée, eh bien ça y est, les Bleus sont à minima, troisième meilleur, quatrième. Parmi les 4 meilleurs troisièmes. Voilà, exactement. C'est l'un ou on peut tromper 1000 fois. Bon, bref, c'est l'un ou l'autre. Ah oui, il suffit qu'il y ait une défaite ce soir. Voilà. Donc, si les Belges font le boulot, voilà. Si les Belges font le boulot contre la Finlande, la France est qualifiée automatiquement, quel que soit le résultat. Merci pour on va revenir à cette équipe de France. C'était de la peur, magnifique. Oui, là, c'est de la peur, bien sûr. Alors, parce que vous êtes là en tant que sous-préfète, vous allez pouvoir me répondre maintenant sur Si on commence comme ça, Greg, on va aller loin, mais bon. Ça va être très compliqué. Sur cette Italie-Autriche, Dominique ne voyait pas une seule seconde les Italiens en difficulté. Non c'est vrai que là, l'Ukraine était tellement faible ce soir qu'on imagine que l'Italie aura encore fait mieux que l'Autriche. Oui, c'est possible. Et j'en profite justement pour faire un mot sur l'Ukraine. Ça veut dire, j'ai l'impression que plus on vieillit, et la seule vérité qui existe, c'est qu'il n'y a pas de vérité. Préparation longue. Bon, alors là, non mais camp de base, qualif quasi parfaite. Comment on peut imaginer, comment on peut mettre 1 euro sur ces performances-là de l'Ukraine? Je veux dire, comme quoi, il y a des équipes qui ont eu le Covid, et qui sont en pleine bourre. Il y a des équipes qui ont fini les championnats très tard, qui sont en pleine bourre. Et l'Ukraine, on s'est dit, alors eux, ils arrivent.
camp de base, retranché, ils ont été le championnat, qualif fantastique, des individualités magnifiques, Shevchenko à la tête de tout ça, waouh, la surprise, et puis rien du tout. Alors pas encore éliminé, je précise, pas. Ouais, enfin, ils vont être fatigués s'ils passent quand même, hein, parce qu'ils vont jouer un premier, ça va être compliqué. Avec ce qu'on voit là, franchement, parce que c'est pas qu'une défaillance collective, individuelle, collectivement, mais il se passe rien. Ils sont bouillis. Mais il se passe rien. C'est incroyable. Alors, il n'est pas mis favori non plus, faut pas délirer. Mais quand même. Mais c'est leur pire match. Alors contre les Pays-Bas, ils avaient eu le courage de revenir. Alors certes, ils perdent 3-2, Il y a des circonstances contre la Macédoine du Nord, bon. Contre les Pays-Bas, ils sortent Blind, ils font rentrer Ake ou qui déstabilisent quasiment toute l'équipe des Pays-Bas aussi. Donc, mais je veux dire, toutes les équipes sont carbo, je veux dire, Pierrot, physiquement. Là, ce match-là contre l'Autriche, l'Autriche, on fait 10 minutes sur l'Autriche. Effectivement, c'est cool. Moi, je découvre des joueurs et tout, c'est vachement sympa. On fait 8 minutes. Ils n'ont pas le droit de faire ce match-là aujourd'hui contre l'Autriche. Je veux dire, c'est interdit avec ce qu'ils ont fait. Surtout que c'est un match quasi décisif pour eux, quoi. Et peut-être qu'il y a eu la pression, le petit bras, je sais pas, ce genre de choses. En tous les cas, l'Autriche est qualifiée. C'est la première info de ce début de soirée. L'Autriche qui a battu l'Ukraine 1-0, qui affrontera l'Italie. On connaît le premier huitième de finale à Wembley. Ce sera samedi, Italie-Autriche. Dans l'autre match de ce groupe C, les Pays-Bas, c'est un sans faute. Ils l'ont emporté 3-0 net et presque sans bavure face à la Macédoine du Nord. Avant de parler plus généralement du niveau de ces Pays-Bas, on va s'intéresser, évidemment, c'est notre œil franco-français, à celui qui est jusqu'à présent la plus grosse recrue du mercato français et du PSG. C'est le capitaine des Pays-Bas, le capitaine néerlandais Wijnaldum, qui est, je vous pose la question, est-il, je commence avec Dom, est-il le meilleur joueur de cet Euro jusqu'à présent ? Certainement l'un des meilleurs. Non, je vous la repose et vous allez vous mouiller. Allez. Oui ou non? Bon, tu veux que je réponde oui? Non, je veux que vous me répondiez ce que vous avez sur le cœur, en dehors de votre amour. Oui, je répète, l'un des meilleurs. Je peux pas, j'ai pas envie de le détacher. Allez, très bon joueur, extraordinaire, très très bon joueur. Vraiment très gros milieu, polyvalent, technique, buteur, très gros renfort pour le PSG, vraiment. Double buteur encore, Pierre, ce soir. Ah oui, mais moi je le mets. 3 buts, 3 je pense que c'est le meilleur joueur depuis le début de cet Euro. Et il est à 3 buts. Et puis, enfin, c'est ce que je disais à la pause. Il est tout le temps là où il faut. Il met encore 2 buts parce qu'il est bien inspiré, parce qu'il est bien situé. Je me rappelle aussi d'une action où il y a les Pays-Bas qui sont en complet déséquilibre. Et lui, il fait une course, il anticipe justement la perte de balle et il se replace latéral droit parce que justement c'est là que le vider est pour équilibrer tout le monde et faire ramener tout le bloc équipe, c'est lui qui se place là. Franchement, il est au cœur du jeu et il est très très bien au cœur du jeu parce qu'il maîtrise quasiment tout ce qui est autour de lui, il voit tout. Depuis qu'il a signé au PSG, gros progrès ce joueur. Oui, c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est que pour tout vous dire, pendant qu'on regardait les matchs, excellent tweet de Jérôme Alonso, mais vocal. Il a progressé depuis qu'il est au PSG. Vous n'avez pas entendu parce qu'il y a le plexi qui vous empêchait d'entendre. Plus sérieusement, tout à l'heure, on regardait le match tous ensemble. Et je vous ai posé la question, Jérôme, une sorte d'entraînement avant notre direct. Je vous ai dit, il joue tous les jours. Il n'y a même pas de débat par rapport au milieu du PSG. Là. Il arrive, là, il est titulaire. Là. Alors, souvent, quand il y a une recrue au PSG, là, on dit depuis 3 ans, à lui, il va faire progresser le PSG. Et puis à chaque fois. Navas, vous avez Navas. Voilà. Oui, non, mais là, ça c'était va. pas très compliqué. Mais sinon, les joueurs de champ, on s'est dit, tiens, un coup lui. Bon, là, pour le coup, je pense que sans trop se mouiller, effectivement, c'est un joueur qui peut stabiliser le milieu du PSG, qui peut soulager les autres, qui peut rendre les autres meilleurs. C'est surtout ça. J'ai l'impression que ce joueur-là, non seulement il est bon, mais il rend les autres meilleurs. Et au PSG, c'est effectivement un joueur qui, je pense, peut magnifier le jeu d'un Neymar, d'un Mbappé, d'un Neuf, qui que ce soit. Et en plus, file un coup de main à Verratti quand il aura le capot qui s'ouvre à la 80e minute. Tu vois. Donc, oui, effectivement, 100% fan de ce joueur. Tu penses pas que c'est le premier joueur que le PSG recrute au milieu, justement, avec cette expérience-là déjà de très très haut niveau? Depuis Thiago Motta, oui. Oui, voilà, oui. Ouais. Alors, peut-être le remplaçant de Thiago Motta. On est sur Wijnaldum. J'essaie de le prononcer de la meilleure des façons. M'a-t-on dit du côté néerlandais et pas Wijnaldum à la française. Et mais comment bon, c'est Wai alors? C'est Wai en premier? Voilà, ça me signale que c'est Wai. Donc j'avoue que je parle peu le batave, je fais de mon mieux. Candice, vous parlez très bien le batave. Vous êtes pas toujours écouter son Non, bien sûr, Candice. Olivier, on va maintenant s'intéresser aussi aux Pays-Bas parce que mine de rien. C'est 3 matchs, 3 victoires. Alors, Dom rappelait à juste titre, tout à l'heure, que c'était à domicile, contre des équipes qui ne semblaient pas être des foudres de guerre. Est-ce que vous êtes rassuré sur ce que vous avez vu ou vous êtes toujours en train de douter sur ce qui peut se passer en 8e de finale? Non, je suis pas rassuré, toujours pas. Battre la Macédoine à domicile 3-0 avec son équipe type, c'est juste normal, c'est pas un exploit ou quoi que ce soit. J'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir ce que va donner cette équipe des Pays-Bas contre
contre une grosse formation. La chose positive, c'est que ça va calmer un petit peu les observateurs là-bas, puisque l'équipe se fait démonter par tous les anciens depuis le début. Là, c'est un 3 sur 3, c'est 9 points. Je pense que ça peut que leur rendre service. Et j'attends de voir un meilleur collectif parce que oui, il y a des bonnes individualités. On parlait de Wijnaldum, mais on oublie aussi Depay. Alors je ne sais pas si c'est aussi sa signature au Barça qui le libère, mais voilà, on sent qu'il est là, on sent qu'il est présent. Il fait une bonne compétition. Donc attendons de voir la suite. En tout cas, cette équipe de Macédoine du Nord qu'on n'aurait peut-être pas vue habituellement, il faut quand même noter qu'ils ont offert un beau spectacle dans cet Euro. Et j'ai trouvé l'image de la sortie de Pandev avec la haie d'honneur, très émouvant et très cool. Ça fera partie des belles images de cet Euro. Dominique, le mot de la fin ? Petit détail qui pourrait avoir son importance, les Pays-Bas vont jouer dimanche à 18h et vont bénéficier normalement de 48 heures de récupération supplémentaire par rapport à l'adversaire. L'avantage du premier de groupe aussi. Ah bah oui, mais enfin 48 heures, c'est pas rien. On attaque le quatrième match. Bien sûr, vous avez raison. C'est un détail important. Ouais, m'engueulez pas, je suis complètement d'accord avec vous, mon homme, et vous avez raison de le signaler. On en parlait tout à l'heure pour un match éventuellement de l'équipe de France dimanche, s'il jouait le mercredi. Bravo, Dominique. Merci d'exister, voilà, tout simplement. Merci d'être vous, Dominique Grimaud. Dans un instant, nous parlerons justement des Bleus. Focus sur Karim Benzema. On va prendre la direction de Budapest, où nous attend notre envoyé spécial, Bertrand Latour. On est à J-2 du match de l'équipe de France face au Portugal. Alors, il y a déjà la moitié du chemin qui a été fait pour la qualif avec cette victoire de l'Autriche face à l'Ukraine. Si ce soir les Belges battent la Finlande, nous serons, alors je dis nous, pour les Bleus, pardonnez-moi, mais bon, on est supporters pendant l'Euro, pas faire semblant, qualifiés pour les 8e, mais évidemment, ils espèrent être mieux que 3e. Est-ce que Bertrand, à l'heure actuelle, à 20h18, en ce lundi soir, il est possible d'envisager des changements ? Est-ce que vous avez des infos concernant le 11 de départ ? Des infos, oui, mais qui vous satisferont complètement, non. Il n'y a pas eu de mise en place déjà à l'entraînement à huis clos du jour, de cette fin d'après-midi. Donc ça, c'est déjà un premier élément. Le deuxième, c'est que tout simplement, le staff est toujours en train de réfléchir. Rien n'est figé. Donc les joueurs ne le savent pas. Et le staff est en train de réfléchir. Donc je sais que c'est un peu frustrant, mais nous sommes encore à 48 heures du match. Donc après, on peut l'interpréter de différentes manières. Moi, ça c'est mon interprétation. La plus mes infos, c'est qu'à mon avis, il va y avoir quelques petits changements si le staff est encore en train de réfléchir. Et donc les options, il y en a pas non plus 150. Ça peut être l'arrière droit, ça peut être l'arrière gauche, donc Lucas Hernandez qui pourrait revenir. Et puis ça peut être un joueur au milieu de terrain, par exemple. Donc on est sur 2 ou 3 peut-être possiblement. Je vous disais tout à l'heure... On serait sur 2 ou 3 on serait, vous mettez le conditionnel. Je vous disais tout à l'heure que si la Belgique bat la Finlande, la France sera automatiquement qualifiée. Ça marche aussi avec une victoire du Danemark contre la Russie, puisque toutes ces équipes n'auraient que 3 points. D'ailleurs, Bertrand, avant de lancer le débat sur Benzema, est-ce que vous pensez, vous, en tant que suiveur de l'équipe de France, qu'une qualif dès ce soir, sans jouer 2 jours avant la rencontre, ça peut changer l'état d'esprit des joueurs, mais aussi du staff ? J'ai du mal à l'envisager, ça me paraît être un jeu assez risqué parce que c'est une chose de se qualifier, c'est quand même bien la moindre des choses quand on est le champion du monde au titre. Et l'autre chose, c'est de se qualifier en ayant le tableau le plus dégagé possible, en tout cas le moins complexe. Et plus vous finissez haut, en général, moins vous avez de chances de trouver un adversaire et un tableau redoutable. Donc si les Français se disaient c'est bon, on est qualifié, donc le 3e match sert pas à grand chose et que vous vous retrouvez à le perdre, bon, ça ferait une victoire sur 3, ce serait pas terrible. Là, je pense qu'il y a un besoin quand même de trouver une bonne formule parce que le match face à la Hongrie me crée c'est pas du doute, mais voilà, une impression mitigée. Donc là, il faut faire un vrai bon match contre les Portugais. Donc il y aura peut-être des changements, mais à mon avis, s'il y a des changements, c'est pour améliorer l'équipe et pas uniquement pour de la rotation. Merci Bertrand, vous restez évidemment avec nous dans cette équipe d'Estelle. L'info du jour, on vous la rappelle tout de même concernant l'équipe de France, c'est Ousmane Dembélé qui est forfait pour tout le reste de la compétition, qui va quitter le groupe France. C'est terminé pour l'attaquant barcelonais après sa blessure face à la Hongrie. Il était rentré en cours de jeu, une belle frappe sur le poteau, quelques ballons perdus, on sentait une gêne et puis un coup qui fait qu'il est absent. La durée pour le moment est encore indéterminée. Ousmane Dembélé forfait pour l'Euro du côté de l'équipe de France. Autre fait marquant de cette rencontre, c'est pour le moment le silence niveau but de Karim Benzema qui n'a pas encore scoré depuis son retour en équipe de France. Alors, est-ce que contre le Portugal, Karim Benzema est pour vous dans l'obligation de briller ? On regarde vos réponses. Autant que les autres, nous dit Olivier Bossard. Qu'il marque, et en gros qu'on n'en parle plus, voilà. nous dit Dominique Grimaud.
Bien sûr, pour Pierre Boubi qu'il est dans cette obligation. Oui aussi pour Jérôme Alonso, comme d'hab pour Candice. Oui, net, clair. Oui, net et sans bavure. Il est un peu obligé quand même. Il est un peu obligé parce que il se le doit, il nous le doit, il doit ses coéquipiers. Alors évidemment, il n'a pas réclamé son retour en bleu. Mais par rapport aux promesses que ça a créées, aux fantasmes que ça a suscité, à toutes les réactions, moi, pour l'instant, en tant qu'amoureux de football et admirateur du joueur, j'ai rien vu. J'ai vu une bonne phase défensive, deux bonnes phases défensives contre l'Allemagne. J'ai vu rien contre la Hongrie et j'ai vu un demi-match amical. Donc, comme tous les amoureux de football et passionnés de jeu, j'en attends plus. Et d'un champion, j'attends plus sur un gros match. Mercredi, c'est un gros match. Donc oui, là, il y a eu la préparation, il y a une petite blessure, il y a eu 2 matchs pour se mettre en jambes. Un champion de ce niveau-là, sur un gros match, on est obligé d'être un petit peu plus sévère avec lui, dur dans l'attente que ça suscite, et de manière assez logique. En tout cas, moi, dans ma sensibilité, oui, j'estime qu'il est obligé de nous faire un gros match contre le Portugal, oui. Alors, Candice, les stats depuis son retour, avant qu'il ne ferme nos bouches définitivement dans 2 jours. Oui, il a joué 4 matchs, Karim Benzema, depuis son retour donc sous la tunique bleue. Ça fait près de 300 minutes jouées. 16 tirs pour Karim Benzema, 5 tirs cadrés. Aucun but, on le sait. Et si on prend les statistiques, seulement dans un Euro, Karim Benzema reste sur 30 tirs sans marquer. Seuls Andrés Iniesta et Clarence Seedorf ont fait pire dans l'histoire de la compétition. Bon, c'est pas des stats très sexy, ça, Dom, mais en même temps, est-ce que vous qui connaissez le football depuis si longtemps, qui avez suivi des tonnes de compétitions, non mais vous allez voir, je suis pas ironique du tout quand je vous dis ça. On a beaucoup, non, je vous le promets. Quand on a beaucoup parlé de son retour, il y a eu Jérôme l'a dit, un délire médiatique. Et on y a contribué, évidemment. Est-ce que c'est pas logique que de rester muet, on s'intéresse et on s'interroge? On peut pas déclencher autant de polémiques. Je lisais les réseaux sociaux aujourd'hui, enfin depuis 48 heures, c'est tout et n'importe quoi. Oui. Et c'est vrai qu'on est en partie responsable. On peut plus faire une émission sans parler de lui. Enfin là, c'était normal. Non. Écoute, on peut parler de l'équipe de France et il n'a pas été bon, Benzema. Samedi contre les Hongrois, qui a été bon chez les Bleus samedi? Personne. Mais, sous prétexte que c'est Benzema, évidemment, focus sur lui. Donc ça va. Donc c'est pour ça que je dis qu'il marque enfin un but. Les stats, je les ai entendus. Ça défile en permanence sur les réseaux, et notamment sur Twitter. Il n'a pas marqué depuis X temps. Mais c'est pas la France. 1200 minutes. Mais ça va, mais qu'on lui foute un peu la paix. Il n'a pas demandé, je crois que c'est pas lui qui a demandé à revenir. C'est Didier Deschamps qui lui a tendu la main. Karim, me semble-t-il, est parfaitement adapté en équipe de France. Il est encouragé même, semble-t-il, par ses partenaires. C'est vrai que la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-il si performant et pas performant depuis 10 ans avec le Real Madrid, et si neutre pour l'heure avec les Bleus? C'est la seule question qu'on peut se poser. Pour le reste, doit-il briller? Ils doivent tous briller, bien évidemment, s'ils veulent se qualifier. Moi, j'ai l'impression que il a un tel vécu qui me paraît à l'abri, me semble-t-il, de toutes les critiques. Et je crois que ceux qui, aujourd'hui, le vilipendent, le jettent par-dessus, vont complètement changer d'attitude le jour où, et ça va arriver. On sait. Ça va arriver ça, naturellement. C'est l'histoire même du foot et des joueurs de foot. Oui, d'accord, mais là... C'est pareil pour le Giroud avant. Non, mais là, il y a c'est obsessionnel. Ah bah alors écoutez, c'est obsessionnel. Bertrand Latour, vous avez entendu Dominique Grimaud. Moi, il me semble, c'est compliqué d'être à cette position, je ne peux pas prendre parti, mais il me semble quand même que le retour de Benzema fait que c'est un événement et que c'est logique qu'il y ait un effet de loupe sur lui et sur ses performances, et notamment sur cette action ratée. Qu'aurait-on dit si ça avait été un autre attaquant? Suivez mon regard. Non, mais je suis assez d'accord. Ce n'est pas possible autrement qu'on fasse une fixette sur lui, parce que précisément, il est Karim Benzema et ça faisait 5 ans et demi qu'il n'était pas en équipe de France. C'est parce qu'il est attaquant du Real Madrid, parce qu'il a gagné 4 Ligues des Champions, parce que c'est un joueur de classe mondiale. Donc, de la même manière que quand Mbappé marque pas pendant 3 matchs en Ligue des Champions avec le PSG, on fait des débats sur lui. Là, on en fait sur Benzema. Et si je pousse aussi plus loin, c'est aussi pour ça qu'il gagne autant d'argent, parce qu'il est aussi connu, parce qu'on parle autant de lui. On parle un peu moins d'autres joueurs que je citerai
mettrait pas. Ça c'est tout à fait logique et naturel. Après moi ce qui me gêne un peu là dans ce qui naît ces derniers jours, et je fais pas référence uniquement aux réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux c'est quand même une toute petite partie de la France. Nous on est constamment dessus, mais enfin, tous les gens notamment qui nous regardent n'y sont pas. C'est sur le fait que quand il est revenu, il y a eu les matchs de préparation, certes contre des adversaires faibles, mais tout le monde, enfin une grande majorité des gens disaient à quel point Benzema révolutionnait le jeu de l'équipe de France et c'était génial, et moi j'étais très emballé. Donc 2 matchs plus tard, dont un que je trouve moyen plus contre les Allemands, qui est pas mauvais, et un raté comme tous les autres, il faudrait dire qu'il y a eu un problème. Moi je pense pas, je pense qu'il faut rester tranquille, raison gardée, et il a encore ce match face au Portugais, qui marque ou qui marque pas, j'en sais rien, mais il faut qu'il soit bon. Voilà, et après on fera le point après le Portugal. Alors, il est évident, et vous avez raison de le souligner, personne n'a pas renoncé le mot problème. Je sais que vous parlez pour relayer sur ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, ce genre de choses. Nous, on se dit dans l'obligation, Pierre. Mais ça veut dire. Il finit comme ça, Bertrand. Oui, mais c'est pour ça que derrière. Sa dernière phrase, c'est il faut qu'il soit bon. Voilà, il faut qu'il soit bon parce que c'est important. Parce que Pierre, il faut qu'il soit bon tout simplement parce que l'équipe de France en a besoin aussi. Parce que Didier Deschamps le rappelle pour ça, parce qu'il est déçu de ce qui se passe en mars. Mais non, mais il faut qu'il soit bon. Le gars joue au Real Madrid depuis 10 ans et il est rappelé en équipe de France parce que justement, il apporte une certaine fluidité. Donc forcément, il faut qu'il soit bon. S'il y a Benzema qui est bon dans une équipe de France, c'est pas le même visage qui va être rendu par l'équipe de France si Benzema n'est pas bon. Donc forcément, c'est obligatoire qu'il doit briller. Après, moi, la question des buts, Benzema en parle très bien lui-même, en disant qu'il est pas content s'il a marqué 2 buts, mais qu'il est nul, il est nul le reste du match. Lui, il joue pour l'équipe, il a une sensibilité foot. Et ce qu'on attend de lui, je pense que Didier Deschamps, ce qu'il attend de lui, évidemment qu'il marque, mais s'il est dans des actions comme avec Dembélé, quand ça s'est passé, quand il a marqué la dernière fois, ou qu'il est dans les situations de jeu, ou qu'il est décisif autrement, tant mieux. Enfin, je veux dire, moi, je serais le plus heureux du monde. J'aime quand il est là parce qu'il fait rehausser le niveau technique et exigence de l'équipe de France. C'est ce que je ressens. Pierre, vous recommencez ? Pourquoi ? Vous m'avez re-agacé Bertrand Latour. Regardez, il a la veine sur le front qui est en train de s'éclairer. Attendez, Bertrand, allez-y, et après vous allez pouvoir échanger tous les deux. Il y a la mèche qui est revenue. La mèche. La mèche, les cheveux poussent aussi. Non, par rapport à ce que dit Pierre, je trouve que c'est un argument qui est quand même réversible. Moi, franchement, je suis un fan de Karim Benzema de la première heure, je l'adore. C'est un de mes joueurs préférés, donc il n'y a pas de souci, mais il est quand même aussi un peu là pour marquer des buts. C'est que c'est un peu facile quand il en marque pas de dire mais vous voyez comme il fait bien jouer les autres. Ce qu'il a pour le coup sur les 2 premiers matchs et notamment le deuxième est assez contestable. Honnêtement, on peut pas dire que face aux Hongrois il est pas marqué, mais il est super bien fait jouer les autres. Il a quand il rate des occasions, il est comme tout le monde. Benzema, il a envie de les marquer, et 2, parfois il peut aussi passer à côté. On a besoin aussi d'un attaquant qui marque. Giroud, c'était pas le cas à la Coupe du Monde 2018, ça lui a été reproché. Je pense que Benzema, s'il met pas un pion de l'Euro, bon, je pense qu'il y aura quand même une petite déception par rapport à ce qui était promis. Moi, Benzema, je l'aime parce qu'effectivement, c'est un super joueur d'équipe et qui fait des choses très différentes. Ses déviations, ses appels, c'est magnifique. Mais je l'aime aussi parce que de temps en temps, il marque des buts quand même. Il en marque même très, très souvent. C'est pour ça que je pense qu'il aura le Madrid depuis 10 ans. S'il mettait 6 buts par an, je pense qu'il en manquerait. Donc le truc de s'il marque pas, c'est pas grave. Oui, mais jusqu'à un certain point. Bon, je vous embête plus. Allez, Pierre, rapidement, et après Olivier, et après la petite Lucas. Non, mais Giroud n'a pas marqué, on a été champion du monde, c'est pas pour ça que je l'ai critiqué pareil. Après, Benzema en équipe de France, moi je reste convaincu que de toute façon, il y a quelque chose, tu peux pas te procurer autant d'occasions depuis ces derniers matchs sans... le danger, il est quand tu te crées pas d'occasion. Là, tu te les crées. Donc en fait, forcément, à un moment donné, ça va rentrer, c'est pas le problème ça. Enfin, moi je suis pas inquiet du tout en tout cas. Vous disiez tout le monde nous doit de briller, Olivier Bossard. On terminera ce débat avec vous. On va l'élargir un petit peu. Benzema, je pense, on aura dit beaucoup de choses. J'imagine que vous êtes plutôt dans la team Latour ou dans la team Boubi. Et puis après, vous nous dites pourquoi vous dites tout le monde et pourquoi ça doit être un effort collectif. Tout le monde, parce que je trouve que toutes les critiques se concentrent uniquement sur Karim Benzema. Et Dominique l'a justement dit. Moi, j'ai vu beaucoup de joueurs passer à côté de leur match ce week-end. Alors, je sais que tout va toujours très vite dans le foot, mais ça voudrait dire quoi ? Parce que Karim Benzema a raté un match, on le met déjà au cachot. Non, faut pas exagérer, parce que si je revois le match contre l'Allemagne, je l'ai trouvé très bon dans la conservation, Exactement. Dans les décrochages, dans l'orientation du jeu, et même quand on était dans nos 45 mètres, je l'ai toujours trouvé très bon. Donc briller, ça veut dire quoi ? Ça veut aussi dire être utile à l'équipe sans forcément marquer. Et ça, il le fait. Et malgré tout, voilà, Karim Benzema a des circonstances atténuantes. Et on l'a rappelé extrêmement tard dans cette équipe de France. L'équipe de France ne joue pas comme le Real Madrid. Il avait 2 matchs pour se préparer. Il y en a un où il se blesse. Il y a quand même des schémas de jeu à digérer. Il y a des automatismes à trouver avec les autres joueurs devant. Donc laissons-lui encore un petit peu de temps. Et moi, je suis d'accord avec ce que Griezmann disait hier en conférence de presse. Une fois qu'il va marquer,
ça va le libérer et derrière, ça va partir. Bah, tant mieux. Écoutez, c'est tout ce qu'on Évidemment. souhaite à cette équipe de France et à Karim Benzema en particulier. Nous aurons le foutoir dans un instant. Il y aura également l'avant-match avec notamment la Belgique. Pas mal de changements ce soir. La France qui peut être qualifiée en cas de victoire de la Belgique ou en cas de défaite de la Russie. Donc. Le foutoir, deuxième partie, pour ceux qui étaient avec nous en première partie tout à l'heure. Suite et fin, et on commence cette deuxième partie avec la polémique du jour, Candice. Polémique qui est née en Espagne suite à ces images. Les joueurs espagnols qui sortent de l'hôtel juste avant leur dernier match, vous allez voir, ils sortent de leur hôtel devant des dizaines de supporters qui étaient là pour les encourager tout simplement. Et regardez l'attitude des joueurs, pas un signe, pas un geste. Ils vont directement vers le bus. Les supporters se sentent mal aimés, voire méprisés par les joueurs. On rappelle qu'il y avait eu des sifflets qui avaient été entendus lors du premier match, notamment à Séville, en plus devant leur public, à l'attention de certains joueurs comme Morata. On est loin de l'histoire d'amour. Ça vous choque, Jérôme, ou pas? Ou est-ce qu'ils sont concentrés? Je sais pas. C'est encore une fois, c'est un mot que j'emploie souvent pendant les Euros parce que c'est tellement particulier là. C'est une histoire de sensibilité. Moi, j'étais un joueur empathique et j'adorais partager. Mais je peux pas reprocher à un autre joueur d'être dans son match et de pas penser à le faire. Voilà. Moi, je sais que moi, jamais je n'aurais pu ne pas le faire. Il y en a un qui aurait fait pogo à côté. Voilà. Non, mais bon. Je me suis nourri de ça toute ma vie, moi. Ouais, je sais C'est-à-dire, donc voilà. Alors j'aurais été en sélection, je vous dis pas. Mais au moins, juste un petit truc comme ça, un petit truc classe, tu vois. Bon voilà. Il y a eu un pouce levé là. On a eu un petit peu l'impression que ça les fait chier de les voir, quoi. Voilà. Ils sont tous la tête dans les godasses, alors t'as beau être déprimé parce que tes J'aime pas premiers l'image, matchs sont moyens. Mais bon. C'est pas de la faute de ceux qui viennent te voir et au contraire, ça fait partie de ton boulot, donc tu le fais. C'est le côté arrogant qui peut déranger. Voilà, Le coup dur du jour. Après, Le coup dur pour l'Écosse avec le test positif à la Covid de Billy Gilmour, le meilleur joueur d'ailleurs de cette sélection lors du dernier match. Il entame donc sa période d'isolement de 10 jours et manquera le match de demain contre la Croatie qui est capitale dans la course au 8e de finale. Et victime collatérale, Ben Chilwell et Mason Mount, les joueurs anglais sont également eux mis à l'isolement après avoir côtoyé Gilmour notamment lors du match entre l'Angleterre et l'Écosse. Pour l'instant, tous les tests anglais sont revenus négatifs, mais en attendant, Chilwell et Mount sont incertains pour le match de demain face à la République tchèque. C'était le genre de choses qui était possible avant l'Euro. Pendant l'Euro, on y est un petit peu, donc à suivre évidemment, et c'est un coup très dur en tout cas pour l'Angleterre. Et la boulette du jour. Oui, presque la bullette du jour, la bulle sanitaire percée du Chili. Des joueurs ont fait entrer dans cette bulle justement un coiffeur sur le site du rassemblement de la sélection, ce qui est absolument interdit dans le protocole sanitaire de la Copa América. La fédération chilienne a reconnu les faits et annonce vouloir sanctionner financièrement les joueurs concernés. Il s'agit notamment d'Arturo Vidal et de Gary Medel. Alors comment le sait-on ? Ils ont tout simplement posté des photos sur les réseaux sociaux. il est prix Nobel. Hein. Mais il y a une bulle et il pose des photos sur les réseaux sociaux. Ça fait cher la coupe quand même là. C'est les prix Nobel. Le concurrent du jour. Et c'est Benfica qui pourrait devancer l'OM dans le dossier Matteo Guendouzi. Le club portugais négocierait avec Arsenal pour faire venir le milieu de terrain, ciblé depuis plusieurs semaines par Pablo Longoria, le président de l'OM. Information à Abola et Ojogo, 2 journaux portugais. Benfica serait d'ailleurs d'accord pour un transfert sec, alors que l'OM voudrait négocier un prêt. On pensait que c'était bien parti, Olivier, ça pourrait leur passer sous le pif. Hein. Ouais, mais tout n'est pas terminé. Ce serait dommage en tout cas que Marseille passe à côté de ce dossier-là, parce que si on en croit la presse anglaise, Arsenal, donc, qui privilégierait une vente plutôt qu'un prêt, ne demanderait que 10 millions d'euros. 10 millions d'euros pour Guendouzi, qui a été le capitaine des espoirs, qui revenait pas mal ces derniers temps. Ce serait dommage de ne pas le faire. Donc, si l'OM, qui a quand même payé 25 millions pour Gerson, peut aligner ces 10 millions d'euros, je pense que ça vaut le coup. Voilà ce qu'on peut dire sur l'actu foot du soir avec ce foutoir. Merci beaucoup Candice. Il est temps de revenir à cet Euro avec 2 autres matchs ce soir, la Finlande contre la Belgique et la Russie contre le Danemark. On vous rappelle avant toute chose que si l'une des 2 rencontres se termine par une victoire, si la Belgique bat la Finlande et que le Danemark bat la Russie, à ce moment-là, l'équipe de France sera automatiquement qualifiée, quoi qu'il arrive, pour les 8e de finale de cet Euro avec 4 points. Évidemment, on espère une première place dans ce groupe. Dans tous les cas, ils seront qualifiés. On prend la direction de la Belgique, où nous attend notre correspondant de l'équipe en Belgique. C'est Sacha Tavolieri qui est avec nous, comme à chaque fois. Bonsoir Sacha, merci d'être là. Alors, on va parler de la Finlande dans un instant. On va se demander autour de la table s'ils peuvent créer l'exploit. On avait vu la Belgique le jour et la nuit. Une première mi-temps cata, une deuxième mi-temps bien mieux. Il y a beaucoup de changements ce soir. On va voir ça avec Candice dans un instant. Qu'est-ce que vous attendez de vos Belges ce soir, Sacha ? Une démonstration ou qu'importe, une 3e victoire ?
Quelques éléments qui vont rassurer, notamment les joueurs qui sont censés être des titulaires, c'est-à-dire Axel Witsel, Eden Hazard et Kevin De Bruyne, qui vont devoir effectivement, vous avez parlé des changements, 8 changements face au Danemark, et donc forcément ces 3 éléments vont être extrêmement importants, ils font partie des changements, ils devront être efficaces et rassurer surtout sur leur état physique, ce sera le plus important. Et puis vous me posiez la question évidemment si la Finlande peut faire la petite surprise. Il faut savoir que la Belgique, elle a plus battu la Finlande depuis 7 matchs. Si on remonte dans l'histoire du football belge, il faut remonter à octobre 1968 pour retrouver une victoire de la Belgique face à la Finlande. Donc attention, ce match n'est pas gagné d'avance. Bon, Sacha, on va avoir un petit débat. Vous restez avec nous, évidemment, vous allez entendre les avis des uns et des autres. Nous, on se pose la question, quand même, ne nous en voulez pas, mon cher Sacha. Est-ce que la Finlande, qui a déjà 3 points et qui va jouer sa qualif, peut créer l'exploit face à la Belgique? Non pour Olivier Bossard, non pour Dominique Grimaud, non et non pour les 3 camarades de jeu. Il n'y en a pas un qui croit? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 classes d'écart. Ah, d'accord. Voilà, c'est tout. Vous voulez pas développer un tout petit peu, là? Non, moi, non, mais vous en je ne mettez sais pas. Je connais pas l'équipe belge. Moi, j'aimerais bien voir Doku. Voilà, ce soir, j'aimerais On regarde bien... la compo, regardez. Oui, regardons la compo belge. Vous allez être ravi, Dominique, il est là évidemment, Jérémy Doku, qui fait partie donc de ces nombreux changements, 8 changements, avec, on va noter surtout les titularisations de Kevin De Bruyne, Axel Witsel et donc Eden Hazard, le capitaine, il reprend son brassard, les 3 incertains, les 3 absents pratiquement de ce début d'Euro, ils sont bien présents, ceux qui restent sur la pelouse sont Lukaku, les 3 devant, quand même, Denayer et Courtois. Ça change tout, Sacha, quand même, pour le Belge que vous êtes, Hazard, Lukaku, De Bruyne réunis sur un même terrain de foot. Disons que là, ça sent le ballon, quoi. Bien sûr, depuis la Coupe du Monde 2014, on parle quand même des seuls joueurs européens qui ont été les plus efficaces en termes de passes décisives en tournoi majeur. Donc évidemment, Eden Hazard, c'est 9 et Kevin De Bruyne, c'est 8. C'est en dehors des statistiques, des joueurs éminemment importants pour le collectif. Eden Hazard est, rappelons-le, le capitaine de la Belgique, donc il a quand même un statut de leader. Et puis, bien sûr, il est quand même très important de voir comment va se jouer cette complémentarité. Ici, petit élément intéressant au niveau du jeu, Kevin De Bruyne sera un petit peu plus bas que d'habitude. Lui qui joue quasiment à côté de Romelu Lukaku, cette fois-ci, il va être à la construction et on va laisser justement Jérémy Doku et Eden Hazard, dans ce rôle justement de débloqueur de situation. Donc attention, mais Eden Hazard, ça va être intéressant de voir comment il va s'amuser face aux Finlandais. Olivier Bossard, l'attraction du match, c'est la titularisation d'Eden Hazard pour vous? Ou le retour de De Bruyne? Ou autre chose? Le maintien de Denayer, par exemple. Ce qui est drôle, c'est que la Belgique annonce qu'ils font tourner. Et puis, en fait, quand on voit le 11 de départ, il y a Hazard, il y a De Bruyne, il y a Lukaku, il y a Courtois. Donc, Witsel. Donc là, clairement, ils font tourner. Mais ils font tourner, ils retrouvent leur équipe type. Ils retrouvent leur équipe type. Et franchement, que De Bruyne soit ici, sur un côté numéro 10, peu importe. De toute façon, dès qu'il est là, cette équipe de Belgique change complètement de visage. On l'a vu contre le Danemark en première mi-temps, il n'était pas là et la Belgique n'a pas existé. Une fois qu'il est rentré, il a changé complètement le visage de cette équipe parce que voilà, De Bruyne avec la Belgique, il change tout, il bonifie le jeu, il bonifie tous les autres qui sont autour de lui, il fluidifie absolument tout. Donc je suis même j'aime bien cette position, être au cœur du jeu. Quand il va l'avoir en face de lui, il risque d'être encore plus intéressant. Donc je pense que la Finlande, malheureusement, qui joue très bas avec des blocs très resserrés, n'a aucune chance contre cette équipe de Belgique. Elle vous fait claquer des genoux, Pierre, cette équipe, ou pas? Est-ce qu'elle vous fait peur pour la suite de l'Euro? Ah d'accord, ok, je savais pas. Vous ne savez pas Claquer des dents, si vous voulez, mais ça c'est pour la FIF plutôt. Non, oui, elle fait peur. Enfin, le retour des cadres, montre à quel point en fait ils ont fait tourner, mais avant, quand ils n'avaient pas trop le choix. Donc, moi j'ai beaucoup aimé les rentrées d'Hazard. On a senti qu'il avait du punch et qu'il avait retrouvé un petit peu ses jambes et ses appuis courts. Witsel est rentré l'autre jour, il a apporté de l'équilibre. Alors après, c'est quand même une performance après la blessure qu'il a eue. Après, voilà, la colonne Lukaku, De Bruyne, on sait ce qu'il est capable de faire avec Courtois dans les buts. Moi, la seule incertitude que j'ai, à la limite, c'est comme vous disiez, c'est d'avoir regardé Denayer. Parce que la défense est lourde, parce que la défense peine. Et les deux petits devant, là, Pukki et puis j'ai noté son nom, mais je me rappelle plus, Gianpaolo. Ça va vite vers l'avant, ça réfléchit pas, ça joue avec tonus. Donc
Je pense qu'ils sont capables de prendre un but quand même, mais je vois pas une perte de maîtrise dans cette équipe de Belgique qui est première au classement FIFA. Alors on a beau parler des matchs de 1830. Alors, vous voyez comment vous êtes. Et on donne des stats, c'est pas que 1830. Ouais, mais c'est le Far West, c'est l'époque qu'on aimait. Bon. Candice. Elle travaille, Candice. Les Belges, c'est comment alors oui. Vous n'allez pas lui plaire là avec votre histoire des troisièmes matchs. Pour aller dans ce sens, les Belges qui ont remporté leurs 4 derniers matchs de groupe lors des 4 dernières compétitions majeures. Donc, et la dernière remonte à l'Euro 2000, tout simplement, la dernière défaite de la Belgique lors du dernier match de poule, c'était face à la Turquie. Jérôme, la défense belge, point faible toujours. Oula. On chambrait un peu derrière tout à l'heure, mais c'est sûr que si on compare. Ouais. Moi, je voulais dire un mot sur l'opposé, Lukaku. Je crois que c'est le joueur de tous les grands championnats, de toutes les grandes sélections, tout loin, le jeu de tête, les déviations. Il a absolument toute la panoplie du numéro 9 moderne. J'adore ce joueur. Et ce soir, je regarde ce match, non pas pour De Bruyne, mais pour Lukaku. Parce que tout est un régal, ses déplacements, son jeu sans ballon, évidemment, ses frappes, ses duels face au gardien. J'adore ce joueur et c'est pour moi l'un des joueurs les plus complets. Je pense aujourd'hui l'un des meilleurs 9 au monde. Ceux qui ont mis une petite pièce sur Lukaku, meilleur buteur de l'Euro avec le groupe qu'il y avait et la possibilité d'aller loin, c'était pas mal. C'est votre cas, Sacha, pour clore notre histoire belge d'avant-match? Moi, je rebondis, je me permets de rebondir sur parce que j'ai une petite information sur la discussion sur Romelu Lukaku. Il faut savoir que Romelu Lukaku n'était pas prévu titulaire. C'est lui qui a demandé à Roberto Martinez, parce qu'il veut finir meilleur buteur et empiler les statistiques, de jouer ce soir. Donc ça, c'est vraiment une demande de la part de Romelu Lukaku. Après, d'une manière générale, je pense qu'aujourd'hui, on va avoir une Belgique qui va se faire plaisir, qui va proposer un football et qui va surtout jouer beaucoup sur justement la partie de terrain adverse. Bon match à vous. Allez, les pronos rapidement. Ça va faire 2-0 pour cette équipe belge.